Alors, nous nous retrouvons pour cette dernière table ronde de la journée, toujours ici en direct de l'espace Van Gogh à la maison de la RATP à Paris. Merci de nous suivre. Dernier comptage, vous étiez près de 1000 à nous suivre encore à cette heure-ci. On apprécie 16h17, 50 ans d'engagement pour la formation professionnelle. Et demain, voilà, on a abordé beaucoup de sujets tout au long de cet après-midi et puis de cette matinée. On continuera demain encore. Les ateliers en digital, je vous le rappelle, vous pouvez aller chercher de l'information, échanger, partager. Vous pouvez également le faire via le chat en direct, évidemment. Un événement Centre Info qui va se terminer pour cette première journée avec une projection sur l'Europe. La présidence française de l'Union européenne, ça ne vous a pas échappé, ce sera en 2022. Alors, quelle impulsion de l'Europe de la formation? Comment l'Europe, la nation, la France interagissent, j'allais dire enrichit qui, des défis à relever, les apports passés, les apports futurs aussi. Bref, beaucoup de sujets dont on va parler avec nos trois intervenants. C'est un honneur pour nous de les avoir ce soir. Vous allez les accueillir très chaleureusement à distance et puis ici. Il est délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. C'est notre grand témoin, un fil rouge, Bruno Lucas. Merci de l'applaudir. Merci Bruno de nous rejoindre. Je vais appeler également celui qui est ancien ministre, président de EuroApp Mobility, député européen, président de la commission budget au Parlement européen, c'était 2014-2019. C'est un honneur aussi d'accueillir Jean Arthuis. Merci, monsieur le ministre, de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Et puis, on va avoir une vraie expertise très pointue chez France Compétences, experte française auprès de la Commission européenne. C'est Brigitte Bouquet qui nous rejoint. Merci de l'accueillir chaleureusement aussi. Venez près de moi. Alors, comme je vous le disais depuis le début de cette matinée, ces tables rondes n'auraient jamais pu être animées sans l'aide de tous les référents, de tous les pilotes et de tous les spécialistes experts de chez Centre Info. Et je voudrais accueillir celui qui a construit cette table ronde. Il est responsable du département Région Europe Internationale chez Centre Info, Régis Roussel, pour planter le décor. Régis, merci de venir nous rejoindre. Merci Frédéric pour ces propos introductifs. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Cette dernière table ronde, donc, comme indiqué, va porter sur un sujet qui interpelle et qui aujourd'hui encore interroge parfois chacun et certains d'entre nous, l'Europe et la formation. Comme indiqué, donc, de la loi Delors à la présidence française de l'Union européenne pour 2022, sujet que l'on évoquera probablement au cours de cette séquence. Quelle impulsion de l'Europe pour la formation? L'Europe est depuis très longtemps au cœur des stratégies formation. Jacques Delors, dont on fête aujourd'hui les 50 ans de la loi éponyme, avait compris ce lien incontournable. Il a toujours défendu et porté ces sujets, comme l'évoquera Claire Vicker-Neis, représentante de l'Institut Delors, à travers une vidéo qui vous sera projetée. Le traité instituant la communauté européenne prévoit la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle qui s'appuie et complète les actions des États membres. Centre Info l'a compris et a toujours investi le champ européen. Et parce que l'Union européenne porte le principe d'une formation tout au long de la vie, certains diront d'une formation permanente, c'est avec l'appui des ministères tant de l'emploi que de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur que Centre Info s'est positionné pour être le coordinateur national du réseau européen Refernet, réseau d'expertise dans le champ de la formation, réseau géré par le CEDEFOP. Et là encore, nous aurons la possibilité d'écouter sa directrice générale adjointe, Mara Bruggia, qui évoquera l'ensemble de ses travaux. Même si il n'est pas représenté aujourd'hui, je n'oublie pas le réseau également, le réseau Euroguidance, dont Centre Info est l'un des centres de ressources. Un autre partenaire également avec l'agence Erasmus+, Euroguidance soutient les projets de mobilité, sujet qui sera évoqué notamment par Jean Arthuis, comme vous l'avez indiqué, Frédéric, qui porte cette question de la mobilité à bras-le-corps, si vous me permettez cette expression.
manifestation donc, qui, en effet, vous le voyez, évoque la présidence française de l'Union européenne, présidence qui va commencer le 1er janvier prochain. Les politiques de formation nationale sont obligatoirement empreintes de l'Europe et c'est ce qui va être évoqué au cours de cette table ronde. Mais je pense également qu'il est toujours nécessaire de montrer et de témoigner que l'Europe, ce n'est pas uniquement la haute sphère. L'Europe, ce sont des choses concrètes et de telles choses ont été mises en œuvre. Je ne citerai que le compte individuel de formation, je vais l'appeler comme ça au sens européen du terme. Là encore, je vous laisserai, Monsieur Lucas, intervenir sur ce sujet. Donc, à l'heure où la France s'apprête à exercer la présidence française de l'Union européenne, quelle est la place de l'UE? Quelle est dans le développement de ses politiques nationales? Quelle place ou quel rôle exercé par les différents acteurs? Qu'à apporter et donc qu'attendre de l'Europe pour soutenir notre société des compétences? C'est donc à ces questions que nous allons tenter de répondre au cours de cette séquence. Merci. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Régis Roussel. Merci Régis pour ce cadrage. Alors là, effectivement, on a deux personnalités qui sont en vidéo avec nous et qui ont tenu à intervenir. Tout d'abord, Claire-Vie Carenès, dont parlait Régis à l'instant, assistante de recherche à l'Institut Delors. Alors, évidemment, que reste-t-il de cette loi Delors? Retour sur le 16 juillet 1971. Quelle vision avait Jacques Delors? Sa vision de l'Europe, qu'en est-il aujourd'hui pour la formation professionnelle? Réponse en vidéo, puis on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Centre Info pour cette très belle invitation et vous dire à quel point je regrette de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. Mais c'était très important pour moi et pour l'Institut Jacques Delors de m'adresser à vous sur ce sujet, la formation, un sujet très cher à Jacques Delors et donc à notre institut. Jacques Delors qu'on associe évidemment à la loi éponyme dont on fête cette année le 50e anniversaire, mais dont l'héritage dépasse finalement les seules frontières françaises et c'est l'objet de cette table ronde. Et je pense personnellement que revenir sur la vision de Jacques Delors de la formation et plus généralement de l'éducation tout au long de la vie peut être un moyen de nourrir les débats actuels, en particulier à la veille d'une présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je voudrais d'abord revenir sur les raisons de l'engagement de Jacques Delors pour ce sujet. D'abord, Jacques Delors avait anticipé très tôt le fait que les individus seraient affectés par les grandes transformations de nos sociétés et qu'ils devraient se reconvertir ou se mettre à niveau leurs compétences pour pouvoir s'y adapter et pour pouvoir maîtriser ce changement. C'est une vision un peu plus d'actualité qui est portée fortement par l'actuelle Commission européenne présidée par Madame Ursula von der Leyen et je pense que c'est un sujet majeur quand on voit le développement encore trop lent de certaines compétences nécessaires pour réussir la transition écologique. Ensuite, Jacques Delors est depuis le début de sa carrière un fervent défenseur de l'égalité des chances et il voit dans l'éducation tout au long de la vie un moyen de rétablir cette égalité des chances dans le temps. Là encore, je pense que ça revêt une importance particulière en ce moment, puisque l'école à la maison, qui a été imposée pendant les différents confinements, a pu remettre en cause cette égalité des chances et creuser des inégalités scolaires déjà très présentes. Et donc, l'idée de développer un système où chacun pourrait reprendre une formation s'il a vu sa scolarité perturbée. Et ce, quel que soit son parcours, quel que soit son âge, me semble plus que pertinent et pourrait même finalement soulager parfois les anxiétés de beaucoup de jeunes de voir finalement leur destin scellé entre 15 et 20 ans. Et c'est pour ces raisons que Jacques Delors, lorsqu'il arrive à la tête de la Commission européenne en 1985, qu'il s'efforce de placer au cœur de l'agenda européen la question de la formation. Même si rapidement sa volonté d'agir se heurte au manque de compétences ou aux compétences limitées de l'Union en la matière. Il va donc aussi choisir d'inscrire cette question au sein du dialogue social européen qu'il va relancer dès le début de son mandat, parce qu'il voit vraiment le rôle des partenaires sociaux comme majeur pour mettre en œuvre des réformes profondes des systèmes de formation en Europe. Et donc il va s'investir personnellement pour que les partenaires sociaux définissent un droit européen à la formation continue.
Et là encore, il va se heurter à l'attachement aux pratiques nationales et finalement au fait que le besoin d'une action européenne en la matière était loin de faire l'unanimité. Aujourd'hui, il y a je pense, une réelle prise de conscience des besoins accrus en formation au niveau européen. Je pense en particulier à la stratégie européenne en matière de compétences qui doit continuer à être mise en œuvre et aux initiatives à venir dans ce cadre comme celles sur les comptes personnels de formation, sur les micro-certificats ou sur les compétences numériques. Je pense qu'il faut aussi citer le sommet social de Porto en mai dernier, lors duquel les représentants des institutions européennes, les partenaires sociaux européens et la société civile se sont engagés à atteindre l'objectif de 60% de participation à la formation des adultes chaque année d'ici 2030. Mais il est essentiel que tout cela ne reste pas de simples bonnes intentions. On l'a vu, et même si, bien entendu, Jacques Delors a une véritable impulsion, une impulsion indéniable dans ce domaine, toutes ces ambitions n'ont pas pu être réalisées, et ce, malgré son investissement personnel. Il est donc urgent que les engagements qui ont été pris se concrétisent, et ça demande la mobilisation de tous les acteurs et se traduisent par un droit effectif à la formation pour tous les Européens et pendant toute la vie, comme le souhaitait et le souhaite encore Jacques Delors. J'espère que ces réflexions vous ont été utiles et je vous souhaite d'excellentes discussions. Alors, on peut remercier et même applaudir Claire Vic-Ernest pour sa contribution pour l'Institut Delors. Je me tourne vers Bruno Lucas, délégué général à la DGEFP. Alors, des parallèles, des mises en perspective, Bruno, entre l'Europe et puis la politique nationale de formation. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Votre regard? Donc le micro, on va mettre un peu de gain dans ce micro ou il y en a un autre qui va fonctionner. Pardon. Voilà, il fonctionne. Celui-là est meilleur? Impeccable. Parfait. D'accord. Oui, je disais que si on prend un peu de recul, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une très grande cohérence à la fois à l'étage des objectifs qui sont poursuivis au niveau européen et qui sont portés au niveau national, mais aussi dans l'analyse des leviers qui sont les bons leviers justement pour faire vivre ces objectifs et atteindre les ambitions importantes qui ont été fixées. Si je rentre dans le champ qui est plutôt celui du champ de l'emploi et de la formation professionnelle, je note que le socle européen des droits sociaux, dont la France a été évidemment un porteur important, se traduit aujourd'hui par un plan d'action et des ambitions chiffrées, très importantes. Je peux en citer trois et j'insisterai sur l'une d'entre elles. La première qui est au moins que 78% des personnes entre 20 et 64 ans aient un emploi. La seconde, c'est qu'au moins 60% des adultes participent chaque année à une activité de formation professionnelle. Et enfin, la troisième est de réduire de manière significative le nombre de personnes menacées par la pauvreté. Si je reviens sur la deuxième ambition, même si les trois sont évidemment très, très importantes, le fait d'avoir cette ambition finalement de généralisation de l'accès à la formation, que finalement dans une trajectoire personnelle, professionnelle, l'accès à la formation, ce soit quelque chose de régulier, qui nourrisse cette trajectoire professionnelle, eh bien, pour la France, c'est au cœur des politiques publiques qui sont portées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Et je peux évidemment citer la loi que nous avons tous à l'esprit, la loi du 5 septembre 2018, qui visait justement à rendre concrète pour chacun des actifs, chacun des individus, cette possibilité d'accéder à la formation en simplifiant les modalités d'accès, en la rendant lisible. Je cite la monétisation du compte personnel de formation qui a permis finalement de donner un caractère concret aux droits qui étaient affichés depuis 2014 et qui aujourd'hui donne les résultats qu'on connaît. Cette partage donc au niveau des objectifs, elle se retrouve aussi au niveau des leviers
La stratégie européenne en matière de compétences a été citée tout à l'heure. Elle cite 12 actions importantes, très concrètes, pour finalement faire vivre ces objectifs. Il y en a 3 qui sont particulièrement importantes à mes yeux. La première, c'est la veille stratégique sur les compétences, la capacité à faire preuve d'agilité, à s'adapter. On voit bien que les enjeux de transition écologique, de transition numérique, elles supposent d'être agiles, de s'adapter. On sait qu'il y a des mutations extrêmement importantes des compétences associées finalement à pratiquement tous les emplois. Il faut être capable de les repérer et ensuite de mettre en œuvre les actions, les dispositifs qui permettent de l'accompagner. Les compétences nécessaires pour accompagner les transitions écologiques numériques, c'est le deuxième levier que je voulais citer. Et le troisième, c'est justement l'initiative sur les comptes de formation individuelle. Et là, ça me permet de revenir pour montrer les résonances qui existent entre la réflexion au niveau européen et ce qui est mis en place au plan français, le CPF. Donc je rappelle les chiffres, tout le monde les a aussi en tête, mais depuis fin 2019, 2 millions de dossiers de formation financés. Donc c'est vraiment un passage à l'échelle. Ça veut dire que le CPF aujourd'hui est un objet du quotidien pour chacun des actifs dans notre pays. Et la crise sanitaire n'a pas marqué une décélération de cette appétence pour l'utilisation de ces droits, bien au contraire, puisque de plus en plus d'utilisateurs s'emparent du dispositif. Et évidemment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Roussel l'a mentionné tout à l'heure, la Commission a une réflexion sur les comptes individuels de formation. Et nous avons évidemment beaucoup échangé à partir de notre expérience avec nos collègues de la Commission. Je veux citer aussi, à titre d'exemple, toujours pour illustrer ce partage qui existe sur les leviers, la recommandation EASE, et notamment dans la recommandation EASE, un élément particulier qui portait sur le développement de l'apprentissage dans les PME. Et là aussi, je veux illustrer dans l'esprit de la loi du 5 septembre 2018 avec le développement massif de l'apprentissage. On a passé ce seuil un peu, qui n'a jamais été atteint, qui était toujours l'ambition, mais qui n'était jamais atteint, des 500 000 contrats d'apprentissage en 2020, 525 000 contrats d'apprentissage, et évidemment, on est très confiant sur le fait de dépasser cet objectif dès cette année. Voilà, donc tout ça pour indiquer qu'il y a vraiment beaucoup de cohérence quand on regarde dans le détail, non seulement en ce qui concerne les ambitions, mais aussi en ce qui concerne les actions concrètes entre les réflexions au niveau européen et les réflexions au niveau français. Merci Bruno Luquin. On va avoir un autre témoignage, un autre éclairage en vidéo. Régis y faisait référence tout à l'heure avec la directrice générale adjointe du CEDEFOP, Mara Bruggia. Les influences de l'Europe de la formation sur les politiques nationales. Quelle contribution des travaux du CEDEFOP sur les acteurs français, décideurs, organismes de formation, entreprises. On en parle avec elle et on se retrouve juste après. À tout de suite. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de prendre la parole lors de cet événement important. Et je tiens à remercier Centrinfo, notre partenaire en France de longue date, pour cette invitation. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une coïncidence marquante. Cette année où nous célébrons l'anniversaire de la loi Delors est aussi celle d'un tournant majeur pour la formation professionnelle au niveau européen, notamment pour la formation continue. Et face aux besoins massifs de perfectionnement et de reconversion professionnelle en Europe, nous, au CEDEFOP, nous étions engagés en faveur de la formation continue et nous sommes heureux de constater qu'elle figure au tout premier plan de l'agenda européen. Le potentiel de la formation professionnelle en tant que moteur de relance et de réussite pour la double transition écologique et numérique a été reconnu et revêt une importance cruciale dans la stratégie de la Commission en matière de compétences. Cette nouvelle politique a aussi pour objectif d'améliorer les liens entre la formation initiale et continue. Et l'apprentissage en alternance reste un élément central. Il est aussi considéré comme une option valable pour les niveaux de qualification supérieure et pour le perfectionnement et la reconversion professionnelle des adultes. La nouvelle politique de formation professionnelle favorise une formation proactive, axée sur l'apprenant et flexible tout au long de la vie. Et elle met l'accent sur sa capacité à donner aux personnes et aux entreprises les moyens de s'adapter au changement et mieux encore, les moyens d'y contribuer activement. Mais comment y parvenir? Avec une formation plus souple, innovante, plus inclusive, plus flexible et d'une qualité garantie qui s'appuie sur une veille stratégique en matière de compétences
et sur des enseignants et formateurs avec les compétences nécessaires pour l'économie verte et numérique. Alors, comment la politique européenne de formation professionnelle peut-elle influencer les politiques nationales? La Commission joue davantage un rôle de soutien et de coordination de l'action des États membres. Et dans le même temps, l'éducation et l'accès à la formation continue sont un droit légal de chaque citoyen européen. Les 20 dernières années ont vu une coopération étroite entre les pays, les partenaires sociaux européens et la Commission. Et beaucoup de priorités ont trouvé une inspiration dans des politiques nationales. Actuellement, par exemple, les comptes individuels de formation et les microcertificats sont des priorités et figurent au tout premier plan de nos travaux. Les ingrédients clés de cette coopération sont des priorités et des objectifs quantitatifs communs et l'apprentissage mutuel. Et pour la formation continue, des objectifs ambitieux de participation des adultes à la formation s'appliquent 60% d'ici à 2030. Et comment pouvez-vous bénéficier de nos travaux? Le CEDEFOP peut tout d'abord vous apporter un réel soutien dans vos efforts vers la réalisation des objectifs communs. Pour vous donner quelques exemples, un volet important de nos travaux est fondé sur notre conviction que la formation continue devrait devenir la nouvelle normalité pour tous les adultes, en tant que condition nécessaire pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité. Et cela nécessitera une approche systématique et un soutien complet à l'apprenant à 360 degrés. Et les partenaires sociaux ont clairement un rôle pivot à jouer dans cet effort. Et notre objectif est justement d'aider les États membres et les partenaires sociaux à faire en sorte que cette vision se concrétise. Actuellement, nous sommes en train de réaliser une revue approfondie pour aider votre pays à mettre en place des parcours de renforcement des compétences des adultes. Et la revue repose sur l'idée de l'aide à l'entraide. Et nos forums d'apprentissage politique permettent aux acteurs des différents pays d'apprendre les uns des autres. La présidence française nous donnera l'occasion de renforcer encore davantage notre coopération avec la France, à commencer par la conférence sur la mobilité à janvier. Et cette coopération ne pourra que s'en trouver améliorée grâce à Madame Nerguisian, nouvelle présidente de notre conseil d'administration. Je souhaiterais conclure en revenant avec vous à la loi Delors et vous livrer quelques éléments de réflexion. Delors s'est fait le champion de l'éducation et de la formation tout au long de la vie et a souligné ici le rôle des employeurs et des partenaires sociaux. Et plusieurs années plus tard, Centre Info envisageait un ensemble de voies et de moyens définis en fonction des mêmes objectifs, au lieu de la formation initiale et continue comme deux systèmes déconnectés. Il me reste à vous souhaiter des discussions fructueuses et vous remercie de votre attention. La directrice générale adjointe du CEDEFOP. Je me tourne vers vous, Jean-Arthur. On a vu beaucoup de sujets qui ont été abordés dans cette vidéo. Formation continue doit devenir la normalité toute une vie. La formation tout au long de la vie, on en parle depuis ce matin et c'est dans nos sujets évidemment. Axé sur l'apprenant, flexibilité, souplesse, donner les moyens aux entreprises et aussi aux apprenants. Votre regard va être très intéressant, double regard, à la fois national et vous allez faire le pont avec évidemment l'Europe que vous connaissez très bien. Peut-être déjà s'arrêter sur cette mobilité des jeunes et des apprentis, je sais que ça vous tient à cœur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui si on veut faire un état des lieux, Jean-Arthur? D'abord, un constat. Tous les avis convergent pour reconnaître que la mobilité, l'ouverture internationale pour des jeunes, c'est une valeur ajoutée fantastique pour l'employabilité des jeunes, pour l'épanouissement des jeunes. C'est formidable, mais ça ne marche pas. Ça marche très bien pour les étudiants, notamment parce que les conventions entre établissements d'enseignement supérieur donnent compétence à ces établissements pour délivrer les diplômes. Pour les apprentis, c'est un peu plus compliqué. Pour l'enseignement supérieur, parce que l'apprentissage se développe beaucoup dans l'enseignement supérieur. Donc on n'a pas les problèmes de délivrance de diplômes. Mais pour les niveaux 3, 4 et BTS, il y a quelques
quelques freins de nature académique, si j'ose dire. Et nous souhaitons que le pragmatisme finisse par l'emporter. Donc, les apprentis, oui, bien sûr, participent aux échanges grâce aux bourses Erasmus, mais ils partent 2 semaines, 3 semaines, ce qui est très bien. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier, de susciter le désir de mobilité. Mais ce qui est une expérience très valorisante, c'est l'immersion pendant plusieurs mois, si possible 6 mois. Je crois beaucoup en l'apprentissage. Et je crois beaucoup en l'Europe aussi. Et c'est un bel hommage que nous rendons à Jacques Delors, de célébrer ses 50 années de loi. Moi, je venais d'être élu maire de Château-Gontier en 1971. Et nous avions des cours municipaux que nous avons transformés en CFA, en application de ces lois Delors. Et que de changements depuis dans la formation professionnelle. Et comme on l'a dit, je crois que l'apprentissage peut être l'un des bons leviers de la formation tout au long de la vie et de l'adaptation. J'ai visité, il n'y a pas très longtemps, un centre de formation en Finlande. On rencontrait dans les ateliers des jeunes gens et des jeunes filles, mais aussi des hommes et des femmes de 40 ou 50 ans qui étaient en reconversion professionnelle. Donc là est une voie d'avenir. Alors, devenu député européen en 2014, je me suis dit, mais au fond, la seule petite marge de manœuvre qu'on ait quand on est député européen, c'est d'essayer de faire voter des projets pilotes. Et donc, on a fait un projet pilote, Long Term Mobility for Apprentices, pour voir comment ça se passe. Et donc, d'essayer d'évaluer, d'identifier les freins à la mobilité. On a monté un consortium, on a été aidé par les Compagnons du Devoir, dont je salue l'un des représentants, Jean-Claude Bélanger, qui est vice-président d'EuroApp Mobility aujourd'hui. Et très vite, nous avons vu où étaient les freins. Ils sont juridiques, parce que l'enseignement supérieur, c'est de la formation, mais l'apprentissage, c'est à la fois un contrat de formation et un contrat de travail. Et donc, 27 pays, 28 hier, c'est 27 ou 28 législations différentes. Quelques-unes sont un peu compatibles, mais il y a quand même de vrais écarts. Donc, un frein juridique. Frein financier, comment assurer l'autonomie financière du jeune pendant sa mobilité? Quelle couverture sociale? Des freins académiques que je viens d'évoquer. Des freins linguistiques. Est-ce que nos jeunes sont suffisamment préparés pour être à l'aise dans le pays où ils vont se rendre? Mais si on veut que la mobilité fonctionne, il ne faut pas simplement penser franco-français. Il faut qu'il y ait réciprocité. Il faut donc que nous puissions accueillir des jeunes venant d'autres pays de l'Union européenne, aussi nombreux que nos jeunes Français qui partent dans ces différents pays. Et dans l'expérimentation, nous avons eu quelques refus de candidats qui, ayant constaté que dans les centres de formation où ils étaient susceptibles de venir, il n'y avait pas de cours en anglais, eh bien, ils ne sont pas venus. Donc, si l'on veut que le système fonctionne, il va falloir se préparer à introduire quelques enseignements en d'autres langues. J'éviterai de dire anglais, mais soyons réalistes malgré tout, si nous voulons. Et je suis de ceux qui pensent que pour développer la francophonie, on a intérêt à pratiquer l'anglais dans nos établissements. Sans quoi, nombre de jeunes qui peuvent se familiariser avec l'expression francophone risquent de perdre cette occasion. Et puis enfin, nous avons des freins psychologiques de la part des jeunes, parce que c'est pas simple de sortir de son espace de confort, de la part des familles, de la part des entreprises. Est-ce que mon apprenti reviendra? Et puis s'il s'en va, qu'est-ce qui va se passer pendant son absence? Je suis pâtissier à Toulouse, j'ai entendu ça à l'occasion d'un colloque il y a quelques années. Il faudra bien faire tourner la boutique, quoi. Mais si on peut lui dire qu'un apprenti italien, si tant est qu'il y ait un statut de l'apprentissage en Italie, viendra pendant l'absence de son jeune, on règle le problème. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut que l'on traite. Et puis il y a aussi des réticences psychologiques de la part de certains États qui ont peur de perdre leurs jeunes. Ils vont aller dans tel ou tel autre pays de l'Europe et ils ne reviendront pas. Et des chefs d'entreprise qui ont peur aussi qu'ils ne reviennent pas. À mon avis, je comprends bien cette crainte, mais elle peut être facilement surmontée si on a un vrai projet pour ces jeunes et s'ils comprennent qu'ils ont leur place dans l'entreprise. La mobilité internationale est une fantastique occasion aussi de tester l'attractivité de notre formation à la française. Est-ce que les jeunes d'autres pays viendront nombreux chez nous parce que nous avons une valeur ajoutée spécifique et que ce sera pour eux un enrichissement? Donc,
Voilà le constat que nous avons fait. Mais une fois qu'on a fait le constat, comment va-t-on bouger? Alors j'ai quitté le Parlement en 2019 et je me suis dit qu'il fallait créer une cellule d'activation en direction des pouvoirs publics, parce qu'ils ont quand même quelques décisions à prendre pour gommer ces freins administratifs, réglementaires qu'on a multipliés à l'envi, irritants, en fait, hein, et qui sont autant d'obstacles, qui freinent la créativité, l'innovation. Enfin, on voudrait être dans un monde où l'on innove et on enferme tout le monde dans des corsets étroits. Est-ce qu'on est capable de faire confiance aux acteurs et de leur donner des marges de liberté? Parce que la liberté, c'est l'école de la responsabilité. Donc, on a créé Euroapp Mobility. On est à l'heure. On a organisé des états généraux il n'y a pas très longtemps, à l'issue en septembre, hein. À l'issue desquels on a fait voter un manifeste en disant qu'il y avait quelques conditions à remplir pour que ça marche. La première, c'est qu'il y ait un référent mobilité. Alors Bruno Lucas pourrait dire, ben, la loi l'a prévu. Mais notre directrice générale est animatrice de quelques séminaires de formation de référents mobilité. Alors, je suis référent mobilité, mais je suis également référent handicap, peut-être référent environnement, et c'est des gens qu'on n'a pas déchargés de leur cours. Si l'on veut que ça fonctionne, il faut qu'on expérimente des créations de référents mobilité dans les centres de formation d'apprentis. Son boulot n'est pas simple. C'est de convaincre les jeunes, c'est de convaincre le corps enseignant, c'est de convaincre tout l'établissement, c'est d'introduire des cours en anglais, c'est de prévoir l'accueil des jeunes qui viendront d'autres pays, c'est d'aller passer des semaines dans des établissements au Danemark, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Italie, pour nouer des jumelages entre centres de formation, de définir des protocoles pédagogiques, des processus d'évaluation des acquis de la mobilité et la certification de ces acquis de mobilité pour qu'ils soient pris en compte dans le pays d'origine au moment de la délivrance du diplôme. C'est un travail considérable et ça ne marchera pas du jour au lendemain. Donc, premier prérequis. Deuxième prérequis, qu'il y ait dans chaque région une cellule de coordination avec la région, qui serait une façon de les remettre dans le circuit et de les reconnaître comme acteurs incontournables de la formation professionnelle. Ils n'ont pas très bien vécu la loi du 5 septembre 2018. Donc on a là un bon instrument pour apaiser le climat et de remettre chacun dans le partenariat. C'est aussi d'avoir une reconnaissance systématique des acquis de la mobilité. Donc il faut qu'on ait quelques recteurs volontaires. Peut-être qu'on prévoit des rescrits rectoraux pour dire, écoutez, voilà comment on va s'y prendre pour reconnaître les acquis de la mobilité et vous ne nous casserez pas les pieds au moment de la délivrance du diplôme. Bon. Au plan linguistique, il faut aussi qu'on prenne des dispositions pour qu'il y ait des cours en anglais, et c'est pas simple, et ça coûte de l'argent, et donc il faut un fonds d'amorçage pour que ça démarre. On ne pourra pas démarrer avec tout le monde. Et non, tout tenons le discours que pour que ça marche, il faut partir avec des volontaires. Parce que quand il y a des obstacles juridiques, administratifs, de tous ordres, là où il y a une vraie volonté, des gens décidés à franchir les obstacles, ils réussiront. Et donc il faut qu'on lance une première vague de volontaires. Nous nous y préparons, nous essayons de trouver des moyens, nous sommes allés à la rencontre des subsides du plan d'investissement d'avenir, parce que très franchement, s'il y a un investissement d'avenir, c'est bien la formation professionnelle. Si on veut que l'Europe soit compétitive, si on veut que l'économie française soit compétitive, si on veut remplir les objectifs de France 2030, la formation professionnelle. Donc voilà où nous en sommes. Nous allons essayer dans les semaines qui viennent de constituer un consortium et d'avancer avec un premier groupe de volontaires, d'évaluer très vite. Et puis si ça marche, on pense qu'à ce moment-là, les ministères feront les arbitrages nécessaires pour développer le système, et les OPCO également. Donc voilà où nous en sommes. Mais puisqu'on parle d'Europe, je voudrais dire aussi qu'en ce moment, puisque le Parlement et le Conseil viennent d'adopter le cadre financier pluriannuel 2021-2027, que le budget à hauteur de 35%, c'est la politique de cohésion. Et la politique de cohésion, c'est le Fonds de développement régional et le Fonds social européen. Et que le Fonds de développement régional et le Fonds social européen, c'est dans la main des États qui gèrent. Et qu'en France, on a beaucoup délégué vers les régions. Et les régions rédigent en ce moment les programmes opérationnels. Donc, peut-être que l'Institut Delors et peut-être que nous pourrions intervenir auprès des régions pour que dans les arbitrages, ces fonds de développement régional et le Fonds social européen puissent au moins en partie
être affectés à des actions de formation professionnelle. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est l'Europe. Alors la présidence française, l'année qui vient est une année exceptionnelle. On va célébrer le 35e anniversaire du programme Erasmus+. Et puis il y a la présidence française. En 1999, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une résolution à Bologne. Ils ont développé le processus de Bologne et ainsi est né le cadre européen de l'enseignement supérieur. Eh bien, mon rêve, c'est que, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, on puisse faire émerger l'espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, Jean Arthuis, toujours aussi passionné. On reviendra quand même sur cette plateforme de mise en relation, vous nous raconterez. Hein, il faut en parler. Bruno, tu étais très attentif à ce qu'a dit Jean Arthuis. Réaction par rapport à tous ces sujets, le référent mobilité, le fonds. Si vous me permettez, je voudrais saluer la DGEFP parce que notre association est financée assez largement par le ministère du Travail. Et donc je suis sous l'autorité de M. Bruno Lucas à cet égard. Bienveillante, Monsieur le Ministre. Ce que je voudrais simplement dire très rapidement, c'est que Jean Arthuis a exprimé plusieurs convictions. Une conviction qui est que dans le fond, il faut faire confiance aux acteurs, y compris à l'offre de formation, aux entrepreneurs qui finalement travaillent aux conditions dans lesquelles on peut offrir des parcours pédagogiques plus efficaces. Nous la partageons. C'est d'ailleurs le sens de la loi du 5 septembre 2018. Alors, il faut encore construire, mais et je pense que c'est un des moteurs du développement de l'apprentissage aujourd'hui. Une seconde conviction qui me paraît aussi très importante, c'est que dans le fond, l'apprentissage, c'est la conviction que en exposant les jeunes à différentes situations, pas simplement pédagogiques, mais aussi de vie, dans une activité professionnelle, confrontée au monde du travail, et en organisant, et Jean-Claude Bélanger est très attaché à ça, le dialogue nécessaire entre la partie pédagogique et l'expérience professionnelle, eh bien, on démultiplie en fait la capacité du jeune à s'emparer finalement des compétences dont ils ont besoin pour se développer. Et de mon point de vue, la mobilité, c'est aussi une autre manière d'exposer les jeunes à des situations nouvelles qui vont aussi leur permettre de nourrir leur parcours. Et ça, cette conviction que vous exprimez avec beaucoup de force, et puis depuis quelques années, nous la partageons pleinement. C'est pour cette raison d'ailleurs, et je vous remercie de l'avoir rappelé, que nous vous soutenons, que nous soutenons l'association, parce que ça nous paraît non seulement un enjeu européen, mais aussi un enjeu et un levier pour réussir les objectifs qu'on rappelait tout à l'heure en matière d'emploi et de formation. Et oserais-je dire que nous changeons le regard que la société française porte sur l'apprentissage. Trop souvent, des jeunes viennent à l'apprentissage parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Ce qui est une situation terrible. Oui, si tu n'as pas des bonnes notes, tu te feras apprenti. En Suisse, 30% des jeunes seulement vont au baccalauréat. Et tout le monde passe à l'apprentissage. Et quand on a réussi son apprentissage, on peut très bien aller à l'université, dans l'enseignement supérieur. Donc il faut que nous puissions aller vers cette plasticité. Il y a un changement de mentalité aussi, hein, genre. Oui, mais si on dit qu'un apprenti doit lui aussi peut-être parler une autre langue, et quand on passe 6 mois dans un pays, assez vite, ça remplace les quelques années du collège et quelquefois même du lycée. Et si on dit qu'un apprenti a, comme les étudiants, accès aux bourses Erasmus, est-ce qu'on ne commence pas à changer le regard de la société française sur l'apprentissage ? Brigitte Bouquet, merci d'être avec nous, experte française auprès de la Commission européenne chez France Compétences. Ça va être intéressant parce qu'on va faire avec vous ce parallèle et puis ce côté européen versus côté français. On voit que l'Europe est dans une démarche constructive, il y a un apport mutuel, on en parlait avec les interventions en vidéo et puis on en est conscient évidemment. Quel est votre regard, décryptage par rapport à ces sujets ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, France Compétences, je dois le signaler, est un double point d'entrée pour les politiques européennes, hein, puisque nous sommes point national de coordination pour la mise en œuvre du cadre européen de certification et aussi point national de mise en œuvre pour Equavet. Donc, on a cette double entrée européenne qu'on essaie de mettre en œuvre malgré la charge de travail qui est la nôtre. Alors, moi, quand j'ai préparé cette réunion, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit, parce que moi, je suis une technicienne qui passe mon temps à discuter avec les collègues des autres pays,
qui est la représentation de la France. Est-ce que quelque part, dans un certain nombre de cas, les Français ne sont pas considérés comme des ents, vous savez, ces espèces de créatures mythiques qu'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont des arbres, qui sont ancrés dans leurs convictions et qui ont un passé, qui viennent d'un passé assez lointain et qui ont beaucoup de mal à bouger. Parce que quelquefois, c'est l'image qu'on donne. Et un exemple, on parle validation des acquis. Ah ben oui, nous, 1930, dans les années 30, on a commencé à faire de la validation des acquis. Cadre européen de certification, ben nous, on a commencé à classer en 72, tiens. Selon des niveaux. Donc on a quelque part cette vision de gens qui sont ancrés un petit peu dans leur manière de travailler, qui bougent lentement, mais qui, quand ils bougent sûrement. Alors je vais essayer d'illustrer mes propos par quelques exemples. Celui qui est, disons, dans mon cercle le plus proche d'activité, c'est le cadre national de certification. Il ne faut pas oublier que jusqu'à très récemment, on comptait à l'envers des autres. On commençait par le plus bas et on finissait par le numéro 1, ce qui nous mettait un petit peu... nos collègues nous regardaient de manière un petit peu curieuse en disant « oui, ça c'est un cadre mature ». D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on leur a produit ? Qu'est-ce qu'on a produit après avoir quand même beaucoup réfléchi et beaucoup discuté sur la nomenclature pendant des années ? Donc, c'était nos conversations, disons, franco-françaises. Un jour, on est arrivé en disant, voilà, on a un cadre qui maintenant a 8 niveaux, qui a des descripteurs, comme vous. Simplement, nous... on parle de résultats d'apprentissage espérés parce que, bon, ça c'est au niveau européen. Nous, les Français, on a décidé qu'on travaillait beaucoup, ça me rappelle une intervention tout à l'heure, sur les résultats d'apprentissage attestés. Et là-dessus, on va s'appuyer sur des travaux du CEDEFOP, auxquels d'ailleurs on avait participé assez largement à l'époque, des travaux du CEDEFOP qui étaient comment est-ce qu'on écrit en résultats d'apprentissage. Et on arrive à avoir maintenant, au niveau français, des certifications qui sont, à l'étonnement de nos collègues, certains de nos collègues, qui intègrent l'enseignement supérieur, alors qu'on a dans de nombreux États membres une absence de l'enseignement supérieur, ou un enseignement supérieur qui est arrivé assez lentement à ce processus, et avec l'enseignement supérieur qui, effectivement, s'est mis, processus de Bologne ou pas processus de Bologne, à écrire en résultat d'apprentissage et à faire la même chose en termes de rendu de restitution que l'enseignement professionnel, et qui montre aussi, notre cadre et tous les partenaires, qu'on travaille vraiment sur une conception de formation tout au long de la vie. Donc, quelque part, on a eu cette recommandation de 2000, je vais dire des bêtises, parce que nous, on a commencé à réfléchir un petit peu plus tôt, et on est arrivé à quelque chose qui est, malgré tout, totalement en phase avec ce que l'Europe nous prescrivait dans la recommandation. Donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, on n'est pas tout à fait, dans un certain nombre de cas, on n'est pas tout à fait prêt à faire les choses, puis on les intègre, on discute, on arrive avec justement ce dialogue qui avait été, qui est un petit peu issu de la loi de l'or, ce dialogue social, ce dialogue entre interlocuteurs, et on arrive à faire quelque chose qui est totalement compatible avec l'Europe, et dans un certain nombre de cas, un petit peu différent, parce que je pense que c'est la force aussi de l'intégration des politiques européennes par la France, dans le cadre de la formation professionnelle, c'est qu'on garde quand même nos acquis, notre personnalité, que si quelque chose ne nous convient pas tout à fait, on fait avec, mais on garde quand même quelque chose qui respecte notre culture, effectivement. J'ai aussi un deuxième exemple qui est celui de la qualité. Est-ce qu'il y a quelques années, on parlait autant de qualité dans la formation professionnelle ? On a commencé effectivement avec un certain nombre de lois
à travailler sur la qualité de l'achat de la formation professionnelle. Mais cette notion de qualité, je peux vous dire que ça fait un certain temps que j'allais à Bruxelles, et chaque fois on me disait, oui, votre système c'est bien. Est-ce que c'est quality assured? Quality assured, assurance qualité, nous on fait ci, une inspection, l'éducation. Oui, mais quelle assurance qualité? Et c'était vraiment cette espèce d'ancienne, chaque fois, assurance qualité, et je pense que au fur et à mesure, tous mes collègues qui travaillent dans les points de vue techniques dans les instances européennes se faisaient à peu près asséner la même chose dès qu'il s'agissait de formation professionnelle. Et au fur et à mesure, même si on mettait un petit peu timidement en route la recommandation relative à Ecovet, au fur et à mesure, cette notion de qualité s'est imposée. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. On est arrivé avec la dernière loi sur une assurance qualité des organismes par le biais de Calliope. Et alors qu'avant, on était plutôt sur l'assurance qualité de l'achat de formation en réalité. Là, on est passé sur quelque chose qui étonne un peu nos collègues européens, là aussi, en disant nous, maintenant, c'est Calliope, c'est COFRAC. On a une instance de régulation qui dit que après appel d'offres, on peut sélectionner un certain nombre on peut avoir un certain nombre d'autres instances de certification que le COFRAC. Mais c'est nous qui décidons. Après, avis du conseil d'administration de France Compétences, c'est très limité, c'est limité à 3 ans, selon un certain nombre de critères qui sont publics, des critères avec des indicateurs, les indicateurs étant différents selon qu'il s'agit d'un centre de formation, d'un centre de formation qui délivre des certifications ou d'un centre qui est plutôt sur la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se met à étonner. On leur dit, nous sommes bien d'accord, nous avons 2 systèmes d'assurance qualité. Un pour le cadre national, avec la qualité d'enregistrement des certifications au RNCP, et un pour les organismes de formation. On ne mélange pas, comme dans certains pays. Voilà, c'est notre système maintenant. Et maintenant, je pense que le concept d'assurance qualité, il est entré partout. Enfin, je veux dire, ça ne gêne pas, ça ne nous gêne plus de parler de ça, alors qu'il y a quelques années, malgré tout, ça ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Et c'est en grande partie grâce à ce cheminement qu'on a, cette espèce de cheminement parallèle qu'on a avec les collègues des instances européennes, qu'on arrive effectivement à faire rentrer par des bons législatifs ou réglementaires, des éléments qui sont des éléments de la vie courante au niveau européen. J'aurais aussi, en termes d'assurance qualité, un autre exemple à donner, qui est celui de nos campus des métiers, qui sont parfaitement reconnus dans le cadre de la recommandation de novembre 2020. Les campus des métiers et des qualifications, avec maintenant les campus d'excellence, c'est vraiment quelque chose à la française, où on montre qu'on travaille tous ensemble, y compris avec l'enseignement supérieur, dans le cadre de la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Et là aussi, on a été un peu, on l'a fait à notre sauce, on a été un petit peu précurseur, mais on a aussi une assurance qualité. Je prendrai l'exemple de l'éducation nationale, parce qu'elle fait aussi partie du dispositif, et elle a mis en place, par exemple, un référentiel d'assurance qualité pour ces établissements qui est fondé en grande partie sur une recommandation européenne. Donc je veux dire, ces 2 éléments sont des éléments qui sont, je pense, illustratifs de la manière dont, d'abord, on a l'air d'être un tout petit peu imperméable. Et puis, avec notre pratique et du dialogue social et de la mise en œuvre, disons, réfléchie et raisonnée d'un certain nombre de dispositions, on arrive à avoir, ma foi, des dispositions qui sont parfaitement reconnues et qui sont quelquefois un petit peu en avance en avance de phase par rapport même à ce que nous proposaient nos collègues. Je pense que j'étais un petit peu longue, parce que j'avais un troisième exemple à vous donner, un exemple concret que vous connaissez, qui est Erasmus et Europass. Erasmus et Europass, ça fait parfaitement partie de l'agenda pour les compétences. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'apprentis, mais quand même, les Français sont de très gros consommateurs d'Erasmus. On a eu 107 mobilités en 2020. 107, je vais vous oublier 3-0, bien sûr. Et puis il y a des beaux effets 107 000 mobilités. Ouais. Il y a des beaux effets d'employabilité derrière. Et il y a de gros effets. Et on fait aussi
bouger, si je peux dire, en termes de mobilité, des personnels enseignants, des personnels administratifs. Et c'est ça qui aussi fait entrer la culture européenne dans notre dispositif de formation initiale et de formation tout au long de la vie. Je voudrais aussi terminer par quelque chose. On a parlé de numérisation. Je voudrais dire qu'on a aussi, en ce moment, on est quand même pas mal actif avec... on a appris, l'Europe nous a appris à fonctionner en réseau, disons, au niveau national, avec les collègues des différents ministères sur Europass. Europass qui est aussi une des actions de l'agenda des compétences. Europass, c'est quelque chose qui va être, je pense, un instrument d'avenir, et c'est un avenir à surveiller quelque part pour que la numérisation n'emporte pas ce qui fait vraiment le cœur de la coopération européenne. Europass, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux en termes de communication, d'interopérabilité entre le monde de l'emploi, puisque les services publics de l'emploi sont maintenant tenus de mettre les offres d'emploi internationales sur Europass, et interopérabilité avec les CV qui sont déposés et aussi les opportunités de formation qui pourraient être proposées, qui pourraient exister. Donc on est dans un chantier très ambitieux. Ce que je voulais dire, c'est que nous, pour boucler sur France Compétences, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'avec notre RNCP, on se connecte à la base Europass pour au moins montrer quelles sont les certifications françaises, et qu'on entend bien effectivement participer à un certain nombre de travaux sur l'évolution de ce dispositif avec nos collègues de l'agence Erasmus+, qui sont, disons, tête de file sur Europass. Voilà, donc l'avenir est à nous. Voilà, merci beaucoup pour ce message enthousiaste, Brigitte Bouquet. Réaction, Bruno Lucas, par rapport à tout ce qui a été dit sur nos échanges, sur cette table ronde, et puis évidemment se projeter sur la présidence française de l'Union européenne avec des objectifs de programmation thématique. Que dire, Bruno ? Déjà, je pense que c'est effectivement... Vous m'entendez ? Oui. C'est effectivement important de rappeler, comme l'a fait Brigitte Bouquet, que ce sont des constructions qui se font aussi dans la durée, qui peuvent avoir des périodes d'accélération, et qu'il y a aussi des choses qu'on prend ailleurs et qu'on donne. Je pense qu'on a aussi des expériences à montrer. On en a évoqué une tout à l'heure. Je pense que la question de la qualité des organismes, de la démarche Calliope, c'est aussi, je crois, une logique assez moderne qui vise à, on l'a dit tout à l'heure, faire confiance, mais aussi, et je pense que c'est très important pour les jeunes, c'est très important pour les actifs, mais c'est aussi important pour l'offre de formation, donner confiance à ceux qui vont utiliser les services de l'offre de formation. Donc je pense que c'est important de rappeler qu'en effet, il faut toujours avoir une vision un peu équilibrée de cette question de la liberté, et je crois que la loi du 5 septembre 2018 et la mise en place de Calliope, donc qui rentre effectivement en vigueur en début d'année prochaine, je pense que c'est justement la recherche de cet équilibre, et je crois que ça donne des résultats qui sont dès aujourd'hui visibles. Sur la présidence de l'Union européenne, c'est d'abord une période exaltante, une période où effectivement on peut intensifier le dialogue, la conversation avec nos partenaires de l'Union européenne. C'est aussi un énorme travail. Le ministère du Travail est pleinement impliqué depuis plusieurs mois. Mes collègues de la Direction générale du travail, la DGEFP, auprès de la ministre et de son cabinet, pour préparer ce qui est quelque chose d'assez... Pour le faire sérieusement et professionnellement, il faut l'investir assez lourdement. Il y a beaucoup de thèmes importants avec une présidence où la dimension d'Europe sociale sera très présente. Il y a la question des compétences, il y a la question qu'on évoquait des mobilités, il y a ce que la Commission va mettre sur la table en matière de compte individuel de formation. Donc il y a tout un programme d'événements en matière d'emploi, de formation professionnelle qui sera prochainement présenté et qui, je pense, sera effectivement dans des moments assez exceptionnels pour partager sur nos expériences et sur ce qu'on peut faire. Voilà, donc je pense que cette PUFE va être passionnante et arrive à un moment finalement assez singulier où une situation qui est compliquée et puis
mais elle présente aussi beaucoup d'opportunités, parce qu'on a des acquis, on les a rappelés, et puis parce que quand on a un marché du travail tendu, ça veut aussi dire qu'on a beaucoup d'opportunités pour faire travailler ensemble les entreprises, les jeunes, les demandeurs d'emploi, l'offre de formation, pour trouver des solutions. Et il vaut mieux avoir des problèmes positifs que des problèmes plus négatifs. Voilà, plus d'enjeux que de problématiques. En tout cas, on voit que le ministère et vos services, Bruno Lucas, sont déjà attelés à la tâche pour proposer des avancées significatives en lien avec ce qui se fait au niveau européen et pour l'Europe sociale en particulier. Jean-Arthur, je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'on parle de cette application et redonnez-nous encore ce coup de booster, cette dynamique et cette envie d'aller encore plus loin. Je rappelle, 50 ans et demain. Donc, allez. Je crois qu'il faut vraiment que nous acceptions tous de nous projeter dans l'avenir. L'Europe, c'est... Parce que formation, ce n'est pas une compétence européenne. L'Europe n'est compétente que pour le marché intérieur, la monnaie pour ceux des États qui ont opté pour l'euro, qui remplissent les conditions pour, ou qui les remplissaient, puisque la crise est passée par là, la négociation des traités de libre-échange et la protection des ressources halieutiques. En dehors de ça, coopération. Donc, il n'est pas douteux que Erasmus est un merveilleux levier, y compris dans le dernier programme, pour privilégier des partenariats entre des écosystèmes de centres d'excellence, qui sont de très bons terreaux fertiles pour faciliter la mobilité. Parce qu'il faut des partenariats entre écosystèmes, recherche, industrie, CFA, de plusieurs pays. Donc ça, Alors, sur les statistiques, je vous mets quand même un petit peu en garde, parce qu'il y a des mobilités longues qui sont en fait des jeunes qui partent après avoir obtenu leur diplôme, et qui partent pendant 1 an, financés par Erasmus et par Pôle emploi, bien souvent. Donc, c'est des statistiques qui arrangent bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que le problème est réglé. Et alors, on a créé une plateforme, en effet. Elle est en cours de construction, elle sera opérationnelle au début de l'année prochaine, et j'espère que ça fera partie des éléments qu'on mettra dans la corbeille au moment de la présidence française, pour le matching entre les offres et les demandes de stage. Les comptes seront ouverts au nom des CFA, bien sûr, ou des lycées professionnels, au nom des entreprises qui ont l'objectif d'accueillir des jeunes et qui sont prêtes à préparer leurs jeunes à partir. Et nous disons que pour que ça marche, il faut aussi que dans les entreprises, les maîtres d'apprentissage soient de véritables tuteurs de mobilité pour préparer leurs jeunes à partir et pour accueillir des jeunes. La prochaine fois, vous inviterez des jeunes qui ont vécu une mobilité. Ils marchent sur l'eau quand ils rentrent. Et puis une plateforme de mise en relation, en fait. Absolument, ouais. Absolument. Et donc, nous espérons qu'elle puisse être activée le plus vite possible. Donc, je fais appel à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, pour vous en saisir dès qu'elle sera opérationnelle. Les comptes seront ouverts au nom des établissements de formation, au nom des entreprises et au nom des jeunes. Voilà. Et en plus, c'est un très bon communicant, mais ça, on le savait déjà. Vous pouvez les applaudir et les remercier tous les 5. Nos intervenants, Bruno Lucas, Jean Arthuis, Brigitte Bouquet, je salue aussi Claire Vikerneis et puis Mara Brugia qui nous ont apporté leur témoignage et leur engagement. Merci encore à Régis Roussel pour cette préparation précieuse. On va marquer une pause de 5 petites minutes, il est 17h15 et ensuite on accueille juste après Karine Seller, le haut-commissaire aux compétences qui est avec nous. Puisque nous vivons ici en live et en direct cet événement et que vous le vivez, vous, à distance, en vidéo. Donc 5 minutes et on se retrouve juste après. À tout de suite.